Bonjour. Pour descendre sur la piscine, on peut descendre par là? D'accord. Bonjour Khadija. Voilà. On a quelques minutes pour la faire. Ah oui, parce que là on est à l'ombre là. Il faut que le derrière ça soit exposé. Ouais, oui, forcément. Ok. Tiens, on peut le siège là. Ouais, pourquoi pas. Même si tu as ça en fond, c'est tout. Ouais, c'est pas vrai. Alpha. Dites-nous. Ce serait bien. Non, j'ai fait un truc en Guinée, mais il y a des années. Il y a des années, ouais, ça fait longtemps. Dernièrement, Ouais, non, ça n'a pas été fait. J'ai eu des années, ça fait presque 10 ans. Hein. Mais voilà. Ouais, non, mais t'as raison. Aujourd'hui, il y a pas mal d'artistes, il y a pas mal de beaux espaces. Ah oui, non, c'est vrai. Oh, bonjour, salut grand frère. Salut, merci de me recevoir dans ton émission. Voilà, on est dans Instant Pause, Ouais. c'est le nom de l'émission. On est à Abidjan, on est très content de te retrouver pour ce spécial FEMUA. Mais j'ai pas envie de parler que de FEMUA avec toi. J'ai envie de parler aussi de l'aventure The Voice Afrique. Ouais. Et puis aussi de couleurs tropicales et pourquoi pas, et puis Soulbanks. Ouais. Voilà, tant d'autres questions qu'on va toucher un peu. Déjà, commençons avec l'aventure The Voice Afrique qui a émerveillé. Même si c'est vrai qu'après Africa Star, il y a eu je dirais pas un silence total, mais tu es reparti sur ce nouveau projet qui démarre à fond. C'est quoi les objectifs Écoute, faut déjà dire que The Voice, c'est le plus grand divertissement aujourd'hui de la planète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en termes de musique, en termes de divertissement, il n'y a pas plus célèbre et plus grand show que The Voice. Donc ça, c'est déjà une chose. Donc lorsque tu as une déclinaison africaine et que la chaîne Vox Africa te demande d'être dans cette aventure-là, bah, c'est une satisfaction à la fois personnelle et puis c'est une satisfaction qui devient, j'ai envie de dire, collective. Parce que tu sais à quel point mon engagement, moi pour les jeunes talents, pour mettre en valeur l'Afrique, ses talents féminins, masculins et autres. Donc voilà, donc moi je suis au cœur d'une aventure qui est magnifique, au cœur d'une aventure qui est menée par des gens qui ont une vraie vision également, une aventure qui est enrichie du talent d'artistes très jeunes venus de l'ensemble du continent et de la zone francophone. Donc c'est un truc extraordinaire. Et moi j'ai vécu The Voice, mais c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail pour tout le monde, pour les coachs, pour les talents, surtout j'ai envie de dire, et pour moi présentateur. Mais ça m'a paru être quelque chose de tellement simple, de tellement facile, de tellement fluide, avec des équipes de professionnels extraordinaires, des gens qui savent de quoi ils parlent. Et c'était une machine, c'est un métronome The Voice. C'est un truc extraordinaire. Donc moi je suis très heureux et on est en plein travail de la saison 2. Et la saison 2 sera, j'en suis persuadé, plus extraordinaire que la première. C'est sûr, en tout cas, c'était une première saison réussie, il faut le dire ainsi, avec une très grosse audience. Et sur la chaîne Vox Africa, c'est bien cela qui a bien marché. Et surtout les chaînes partenaires. Voilà. Moi, je pense qu'il faudrait même aller encore plus loin, c'est-à-dire permettre à d'autres chaînes en Afrique de diffuser The Voice, peut-être les 10 premières émissions, et après retrouver uniquement la phase finale, si je puis dire, sur Vox Africa. Mais moi, je pense qu'il faut partager ce moment-là parce que c'est un moment extraordinaire. Alors, comment s'est fait les castings et le choix les critères moi, sur les critères, on juge les gens sur leur talent et leur personnalité. Parce que c'est ça. Parce qu'à la fois, tu peux avoir une voix extraordinaire, mais peut-être avoir une petite personnalité. Cela dit, si tu as une voix extraordinaire, tu es dans The Voice. Hein. Tu passes l'épreuve des castings. Mais surtout, on attend aussi, on s'attend à avoir des personnalités. Et on l'a bien vu que les personnalités étaient là, les tempéraments des uns et des autres, même si Pamela, qui a remporté cette première édition, n'est pas la personne la plus extravertie du monde, mais lorsqu'elle chante, elle se transforme. C'est un peu comme Michael Jackson. Michael Jackson, dans la vie, il était très timide, il était introverti, puis lorsqu'il est sur scène,
Je veux dire, il donne le maximum de lui-même. Et donc les castings s'organisent comme beaucoup de castings hein, dans plusieurs pays. L'idée maintenant, c'est, et c'est ce que la production a décidé, c'est aussi peut-être de donner une forme d'équilibre. Parce que c'est vrai qu'on avait le sentiment qu'il y avait beaucoup de talents venus du Cameroun et de Côte d'Ivoire par exemple, et beaucoup moins de Guinée. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'arriver à trouver un équilibre. Donc la première année a été un beau galop d'essai. La deuxième année sera la concrétisation du travail, de l'expertise, du regard, du bilan fait par les uns et les autres. Justement, pour parler de deuxième édition de saison 2, on le sait, Africa Star a connu une première saison. Après, ça n'a pas continué. Beaucoup sont restés sceptiques. On se dit, est-ce que avec The Voice Afrique, ça te paraît où on va continuer l'aventure jusqu'au fond? Sur le continent, on a un problème. Pourquoi Africa Star a été une magnifique saison en 2008 au Gabon et pourquoi ça a été une saison plus catastrophique en 2010 entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire? Parce qu'à un moment donné, aujourd'hui, ça c'est la réalité socio-économique et politique de l'Afrique et donc culturelle. Vous avez, pour monter de grandes choses, de grands événements culturels, vous devez avoir ou des opérateurs économiques qui vous accompagnent sur plusieurs années, qui acceptent de mettre des budgets importants, ou alors l'État, un pays ou un autre, hein, qui comprend que la culture, c'est quelque chose d'essentiel. L'affirmation des talents, c'est quelque chose d'essentiel sur notre continent. Et donc, la mise en valeur de la jeunesse. Lorsque vous avez un État qui comprend ça, il comprend l'investissement qui doit être fait et que cet investissement, c'est un pari sur l'avenir. Lorsque vous n'avez pas ça, eh bien, vous êtes tributaire de chercher ici et là les moyens de faire les choses. Et c'est à ce moment-là que vous trébuchez et voire que vous tombez parce que vous ne pouvez pas aller plus loin. Et c'est ce qui est arrivé à Africa Star. Et je ne souhaite pas que ça arrive à d'autres opérations culturelles, d'autres événements et d'autres programmes télévisuels comme The Voice. Et The Voice, c'est quelque chose en termes de budget qui est très sécurisé. Donc on n'aura pas ce problème-là. Inch'Allah, je l'espère parce que parlant de circonstances bien évidemment économiques, on a eu le souci avec Island Africa, par contre qui est tourné par une grosse production. Est-ce que c'est la même réalité économique aussi? C'est vrai que de loin vous observez. Oui, mais Africa Star, notre production, on estime que c'est aussi une grosse production. C'est pas ça le problème, c'est le financement. Et donc vous avez des gens qui ne sont pas des producteurs audiovisuels, mais qui ont les moyens de financer et qui vous suivent une année, qui peuvent vous suivre une deuxième année et vous lâcher au bout de la troisième. Et malheureusement, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'instant T, au moment où nous parlons, il n'y a que les États qui peuvent comprendre qu'il faut mettre en place des budgets pour aider la culture, pour aider l'audiovisuel, pour mettre en valeur la jeunesse. On est sur un continent où la majorité de la population est jeune et vous voyez des responsables politiques qui ne sont pas jeunes en règle générale, mais qui surtout dans leur entourage n'ont pas suffisamment de jeunes et qui en plus de ça ne prennent pas réellement en compte la jeunesse. Moi je parle donc à des téléspectateurs qui sont donc en Guinée. Et nous avons organisé avec le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi Jeune, et je voudrais saluer son ministre, M. Moustapha Naïté, nous avons organisé cette grande opération « Nos jeunes ont du talent » pour donner la parole à la jeunesse. Cette jeunesse qui a une vision sur le pays, qui a une vision sur les ambitions, réussir, les rêves que l'on réalise, l'espoir d'une vie meilleure. Et ces jeunes-là, il faut, au-delà de ce que nous avons fait, au-delà des cahiers de doléances qui ont été remis au président de la République, le professeur Alpha Condé, au-delà de ça, il faut aussi mettre en place après des mesures. Il faut dynamiser cette jeunesse, il faut lui dire on a confiance en vous parce que l'avenir c'est vous. C'est vous l'avenir. Et moi c'est sur ça que je me bats. Pour l'ensemble du continent, je veux que l'on prenne en compte cette jeunesse. Si vous ne donnez pas les armes, les outils à la jeunesse pour réussir, eh bien l'Afrique sera toujours méprisée par le reste du monde. Et ça, c'est pas possible. Ou alors nous ne serons que des proies parce que nous détenons toutes les matières premières et tout le monde veut nos matières premières. Ben voilà, vous l'avez compris, nous sommes avec le Dissert, c'est une bibliothèque forcément quand on parle avec ce monsieur. On apprend beaucoup de choses, il parlait tantôt de nos jeunes ont un incroyable talent, ont du talent. C'est une aventure que j'ai passée avec Claudie et que j'ai beaucoup appris de toi, ça m'a servi et c'est aussi cela en tant que défenseur de la génération consciente. Tout ce que tu touches brille, Claudie Chaud.
on en parle également. Oui, ben le Claudie Show va Très belle revenir aventure. bientôt. Ben oui, Ouais. oui. Alors en ce moment, on rediffuse les meilleurs moments sur Vox Africa du Claudie Show. Mais le Claudie Show va revenir avec de nouvelles émissions à partir du mois d'octobre. D'accord. Voilà. Alors parlons un peu du FEMUA. C'est vrai que tu es un artisan aussi du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo qui aujourd'hui a 10 ans d'existence. C'est de la pérennisation, c'est de la maturité. Comment les choses se sont faites? Reviens un peu sur la genèse de ce festival. La première édition du festival, j'ai envie de dire qu'on était tous dans la poussière. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien, quoi. Par exemple, là aujourd'hui on voit bien les invités, il y a des chauffeurs, il y a ceci, il y a un encadrement extraordinaire. C'est un gros festival, hein, le FEMUA aujourd'hui. Mais à l'époque, on faisait juste nous entre nous. Il y avait les techniciens pour la sono. Il y avait bon, bah, ok, ouais, t'inquiète pas, je prends un taxi, j'arrive, je te rejoins là. Il y avait une scène, il y avait quelques concerts. C'était les amis qui acceptaient sans cachet de venir se produire à Anoumabo. Donc c'était incroyable. Moi, j'ai le souvenir d'un festival qui n'était pas vraiment un festival d'ailleurs. C'était juste une réunion de copains qui avaient envie de parler de musique, d'être panafricaniste dans le secteur de la culture et avoir envie de faire des choses dans le domaine du social. Voilà, c'était ça. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que vous avez quelqu'un qui s'appelle Assalfo et qui, lorsqu'il fait quelque chose, il a une vision. Et il a une vision toujours à long terme. Lorsqu'il pose une pierre, vous devez toujours vous dire, c'est parce qu'il sait à quoi va ressembler la maison. Et ça, il le prouve aujourd'hui, parce que c'est vrai que 10 ans d'existence, c'est pas rien pour un festival en Afrique. Mais surtout, c'est pas un festival qui se dégrade, c'est un festival qui, exactement, d'année en année, d'édition en édition, devient un festival, mais alors de plus en plus majestueux, de plus en plus, comment dire, impactant. Si le mot n'est pas impropre pour certains, dans le domaine du social, qui reçoit, on voit l'affiche de cette année pour les 10 ans, entre Tiken Jah Fakoly qui n'avait jamais joué au FEMUA, Salif Keita, Black M, enfin bon, il y a une affiche de rêve, quoi. C'est impressionnant. L'année dernière, c'est Kerry qui était là l'année dernière, enfin Papa Wemba avec cette édition du FEMUA 9 qui a été une édition effectivement terrible pour nous tous. Mais enfin voilà, c'est un moment extraordinaire, c'est un moment de partage, c'est un moment de culture et j'aimerais tant que dans bon nombre de pays il y ait des gens qui soient capables de ça. La Guinée, c'est un pays hautement musical. La Guinée mérite aussi un grand festival, un festival qui permette à des artistes du monde entier de venir en Guinée. Alors moi je salue aujourd'hui le fait que la Guinée soit le pays choisi pour être la capitale du livre, capitale mondiale du livre. Merci, bravo. Mais il faut encore aller beaucoup plus loin parce que ça ne durera qu'une année. On fait quoi demain? La Guinée a un potentiel extraordinaire. Je le dis avec un enthousiasme, vous l'entendez, et je trouve qu'on pourrait faire plein de choses, et je trouve que la Guinée doit aussi faire appel parfois aux gens de la diaspora, comme moi, comme nous, qui sommes engagés. Toi, tu es dans le pays, si moi je viens pas t'apprendre quelque chose, je viens juste te dire, bah, moi j'apporte mon expertise à ce que toi tu as envie de faire. Et ensemble on réussit, tes victoires deviennent nos victoires à tous. C'est clair, je suis d'accord avec toi. Voilà. Ces victoires, ou nos victoires en tout cas, sont des victoires partagées. Nous sommes avec Claudie Siard dans Instant Pause. On s'intéresse aussi à Couleur Tropicale. On a vu que quand tu sors de ta zone de confort, tu es quelqu'un qui est carrément à l'aise, que ce soit dans un petit maquis, que ce soit dans de la boue, dans du sable. Tant que tu as envie de donner, tant que tu peux donner, tu le fais, quels que soient les endroits. C'est une particularité chez toi, Claudie. Mais oui, parce que la vie, c'est ça. Moi, je sais d'où je viens. Je sais de quelle famille je viens. Je sais que lorsqu'on était enfant, notre mère nous disait, parce qu'on a été élevé par notre mère, nous disait « Bon, ce soir, c'est bol de chocolat et tartines beurrées. » Et ouais, on était contents, pour nous, c'était la fête. C'est beaucoup plus tard que tu apprends, c'est parce qu'il n'y avait pas de quoi acheter autre chose pour manger. Donc moi, mon histoire, je la connais. Je ne viens pas d'un milieu donc aisé, je viens d'un milieu très modeste. Et ma mère nous a élevés en nous montrant qu'elle se battait pour nous. Et elle s'est sacrifiée pour nous. Elle a sacrifié sa santé, elle a sacrifié sa vie. Et ma mère est décédée très jeune. Et elle nous a dit, les sacrifices qui sont les miens sont en sacrifices que vous n'aurez pas à faire vous pour vos enfants, mais vous aurez d'autres combats à mener. Et donc c'est pour ça que je suis l'homme que je suis, c'est grâce à ma maman. Lorsque nous faisons Couleur Tropicale dans un maquis, dans un quartier très populaire, assis sur des chaises en bois, des tables en bois,
c'est parce que je trouve que c'est ramener la culture là où elle doit être, c'est-à-dire accessible à tous. Authenticité du lieu. On aurait pu, comme d'habitude, se retrouver sur la grande scène du FEMUA pour faire notre show. On a déjà fait. On connaît déjà. Moi, j'ai envie, à chaque fois, toujours, que la culture soit pas quelque chose pour une élite ou pour des gens qui acceptent de se déplacer dans des lieux un peu sympas, prestigieux, confort. Mais même, c'est nous qui devons aller vers les autres. Et donc, lorsqu'on fait ça, moi, c'est un vrai bonheur. On l'avait fait l'année dernière, on l'a refait cette année. Je ne sais pas si on le fera encore l'année prochaine ici au FEMUA, mais je trouve que c'est comme ça qu'il faut aussi aborder la culture, aborder la musique et partager. Tu parlais de partage tout à l'heure, c'est ça, partager. Voilà, l'Afrique dans toute sa diversité, dans toute son originalité et dans ses vraies racines. Alors Claudie, animateur, Claudie, patron de radio, Claudie, producteur, Claudie, ministre, on reviendra là-dessus. Mais en même temps, dernièrement, tu as observé une grève de la faim. C'est vrai que c'est une partie douloureuse que tu n'as peut-être pas envie d'aborder. Ouais. C'est vrai, ça a été un combat pour un truc que tu as contribué à mettre sur pied. Alors c'est pas que j'ai contribué, c'est que j'ai créé, j'ai fondé, j'ai conçu un projet de radio. Le CSA m'a donné, donc moi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel en France, cette fréquence. J'y ai associé deux personnes, mon ancien réalisateur de RFI, Patrick Lemur, et une autre personne qui était un financier. Et qui, en fin de compte, tu sais, la bêtise et la jalousie des gens, la jalousie de te voir réussir, parce que c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 30 ans, il sait qui je suis, il sait d'où je viens. Et donc, vous avez toujours parfois des gens comme ça, que vous associez, des gens qui ont connu des malheurs terribles, puisque lui, aujourd'hui, il est dans un fauteuil roulant, parce qu'il avait une boîte de nuit, il s'est fait tirer dessus, il s'est fait agresser, enfin bon bref. Et vous dites, quoi qu'il arrive, et à ce moment-là, vous le défendiez lorsque tout le monde le critiquait, le vilipendait parce qu'il était blessé, parce qu'il était désormais handicapé, parce que tout le monde se souvenait que c'était quelqu'un d'extrêmement brutal avec les gens, d'extrêmement méchant avec les gens. Et vous êtes celui qui le défend, celui qui le ramenait au devant de la scène, qui vous dit, écoute, non, moi, t'es avec moi, t'inquiète pas. Lorsque le CSA vous dit, monsieur, vous avez quelqu'un dans votre tour de table qui n'est pas digne de confiance, séparez-vous de lui. Moi, je dis, je me porte garant pour lui, je suis quelqu'un de loyal. Et voilà que cette personne-là, quelques années après, vous trahit pour essayer de prendre quelque chose pour le donner à sa fille, à sa femme. Et là, vous vous dites, qu'est-ce que les gens sont minables. Et donc, moi, la raison pour laquelle je me suis dressé et battu, c'est parce que moi, je suis un descendant d'esclaves et moi, on ne me vole rien. Lui, il n'appartient pas à cette communauté-là, donc il ne comprend pas les combats qui sont les nôtres. Donc moi, lorsque j'ai fait ça, je n'avais pas prévu de le faire. Hein. C'est parce que j'ai vu un épisode qui était extrêmement violent. On était là, dans la radio, sa fille dit oui, il faut appeler la police. Enfin, la police arrive, dit mais il est chez lui, le bail est à son nom, c'est sa radio, enfin bon, écoutez, arrêtez. Et après, elle s'isole dans le petit studio de la radio, elle parle avec son père et je l'entends pleurer et dire à son père, papa, je peux pas faire ça, papa, je peux pas faire ça. Son père lui demandait de faire quelque chose d'ignoble. Et nous, on a une alarme dans la radio. Et si l'alarme se déclenche et vous ne sortez pas, les gaz lacrymogènes vous asphyxient dans la radio. Et donc, il lui demandait d'allumer l'alarme. Sauf que 15 jours auparavant, un de mes animateurs avait oublié le code et s'était fait gazer dans la radio. Donc, il n'y avait plus de gaz dans l'appareil. Et lorsqu'elle est partie, elle a malgré tout, elle l'a fait. Moi, j'étais venu la voir pour lui dire, tu veux qu'on parle? Elle me dit non, mais elle avait les larmes aux yeux. Et parce que moi, j'ai vu sa mère enceinte. Donc, cet enfant-là, c'est comme ma fille. Donc, ce qui arrive est catastrophique et j'en veux à son père. Elle, je ne lui en veux pas. Elle a dit des choses terribles sur moi, elle a fait des choses terribles contre moi, mais je ne lui en veux pas. Je ne lui en veux pas. Elle est manipulée, évidemment, évidemment. Et son père lui demande de commettre un acte de violence envers moi. Et c'est à ce moment-là, donc ça n'a pas pu se faire. Et à ce moment-là, j'ai dit à Patrick Lemur qui était là, j'ai dit, écoute, moi je reste dans la radio, voilà, je vais mener une action. C'est comme ça que ça s'est fait. Lui, avec après une conciliation du CSA, il était question, il a dit au CSA, bon d'accord, ok, je vends mes parts et puis je pars, ok, d'accord, pas de problème. Et depuis 1 an et demi, il nous prend pour des cons, il prend le CSA pour des cons, il prend des investisseurs pour des cons, il nous prend tous pour des cons. Moi, je ne vais pas lâcher. Parce que, comme je l'ai dit, moi je suis un descendant d'esclaves. On a trop pris à mes ancêtres pour qu'aujourd'hui on vienne nous prendre. C'est une radio communautaire, c'est une radio pour que la communauté se construise, pour que la communauté se parle, pour que la communauté n'ait plus peur d'être dans un ensemble français au sein duquel elle est parfois marginalisée, au sein duquel elle est méprisée. Moi c'est pour ça que j'ai créé cette radio. Une radio dans laquelle je ne me suis jamais fait de salaire, là où eux se profitent de l'argent de la radio. Enfin. Mais c'est moi qui ai commis une erreur entrepreneuriale au départ. J'aurais jamais dû lui donner le nombre de parts que je lui ai donné. Donc,
Voilà, pour en finir. Donc on est dans un combat, ça devrait se terminer bientôt. Et si ça ne se termine pas, eh bien le combat sera encore plus violent. Voilà, il y a un dicton africain qui dit que derrière chaque réussite, il y a toujours des échecs. Bon, on souhaite bien sûr que ça se termine en bonne voie. Oui. Alors, moi j'ai envie de revenir un peu, c'est vrai qu'on n'est pas dans une émission carrément politique, oui. Mais aujourd'hui, tu as forcément un avis sur ce qui se passe en France. Écoute, j'ai plus qu'un avis, mais je ne vais pas en dire trop. Je suis très heureux qu'Emmanuel Macron ait passé le premier tour, et je suis très heureux parce qu'il deviendra, pour moi en tout cas, le président de la République française. D'un point de vue très modeste, on a un peu travaillé sur certaines questions avec l'équipe d'Emmanuel Macron, sur les questions de l'outre-mer français, des populations qui ne sont pas blanches en France, mais des gens qui sont français, des personnes françaises. Donc on a, donc moi je suis très, très content de ce qui se passe, et j'espère que tous les espoirs que nous avons placés en lui, dans ce candidat-là, eh bien, ne seront pas déçus, et que les Français ne seront pas déçus, et qu'il ira au-delà d'un quinquennat au regard du projet qui est le sien, c'est-à-dire de gagner pour la France, et surtout de faire une France apaisée et qui regarde tous ses enfants, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur religion. Voilà. Alors, dernière question, même si c'est vrai que Black M en a souffert le martyre dernièrement. Ouais. Alors, quel est le message tu lances à ces artistes guinéens aussi qui ont envie de devenir demain, même s'ils ne peuvent pas l'être tous, des prix RFI, et pourquoi pas davantage postuler pour des castings comme The Voice Afrique, pour qu'ils soient vraiment présents? Non, mais moi, je fais un reproche aux artistes, aux jeunes artistes, aux débutants en Guinée, et à leur encadrement également. Je leur reproche de ne pas être suffisamment présents, d'être trop timorés, d'être trop en retrait. Il faut que vous alliez au combat. La vie, c'est ça. Et lorsque l'on est dans un pays comme la Guinée, qui est un pays qui a souffert et qui souffre encore, eh bien, il faut avoir l'envie de réussir, l'envie de se battre. Accéder à la sélection du prix Découverte RFI, ce n'est pas compliqué. Il suffit d'envoyer, de faire acte de candidature. Et si vous avez le talent, eh bien, vous serez retenu. Sous le banc, ça a gagné, ce n'est pas pour rien. Si vous voulez participer à The Voice, c'est pareil. Inscrivez-vous au casting, allez-y. Montrez que la Guinée, ce n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays qui a une histoire forte, c'est un pays qui a une identité forte. Allez-y. C'est ça. Et lorsque je dis ça, parce qu'on va nous regarder aux quatre coins du monde, je le dis aussi pour toutes celles et tous ceux qui appartiennent à ces populations opprimées depuis longtemps, aux damnés de la terre, comme l'a écrit Frantz Fanon. Il faut se lever, il faut se battre. La place au soleil, elle ne se donne jamais, elle se prend. C'est Aimé Césaire qui disait que la liberté, elle ne se donne pas, elle s'arrache. Et elle s'arrache parfois dans le sang et dans les larmes. Mais là, on ne parle pas de ça. Hein. Cette liberté d'agir, cette liberté de construire, de chanter, de danser, quel que soit le métier artistique que vous souhaitez faire, eh bien ça s'arrache. Et ça s'arrache dans un combat. Et le combat, c'est par le talent. Voilà. Allez, comme on dit partout, la volonté est grande, les difficultés diminuent. Nous sommes depuis le Sofitel Abidjan qui nous reçoit pour cette très belle émission au cœur du FEMUA. Merci à vous, téléspectateurs sur Espace TV. On se reprend très prochainement. Était au cadrage mon acolyte Alpha Amadou Julde Diallo qui, bien sûr, est avec moi pour cette aventure. On vous dit merci. Portez-vous bien. Papa était parmi nous, son esprit et ses chansons. Merci à Nash et à tous les artistes, et en particulier à l'orchestre mythique de Papa Wemba, l'orchestre Viva la Musica. Le FEMUA 10 a commencé avant-hier soir, et pour Couleur Tropicale, il était temps de se plonger dans ce nouveau cru du Festival des musiques urbaines d'Anou Mabo. Et nous nous trouvons dans un lieu où nous étions déjà l'année dernière. On s'y sent comme en famille, donc on s'est dit on va revenir ici au boulevard des Stars, pardon, à la cave, puisqu'il y a eu un nouveau nom de baptême, à la cave du boulevard des Stars, et la famille et la fête du bruit.